des recettes provenant des provinces et avec la Caisse nationale de péréquation qui devait équaliser les déséquilibres entre les différentes provinces. Alors, depuis 2006, où la Constitution a été promulguée, jusqu'à aujourd'hui 2015, ça fait 9 ans. 9 ans d'escroquerie politique parce que les 26 provinces n'ont jamais été appliquées alors qu'elles sont constitutionnelles. Kinshasa, ville-province de Kinshasa. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il n'y a pas un moment précis pour respecter la Constitution. C'est une très bonne chose. C'est vrai que beaucoup d'entre nous avons peut-être été surpris par la vitesse avec laquelle le gouvernement, à travers le vice-premier ministre Bochab, s'en est pris pour aller annoncer le calendrier. Mais aujourd'hui, il y a une harmonisation avec la CENI qui a annoncé pour fin août l'élection de ces 21 gouverneurs, parce que les 5 ne sont pas concernés. Parce qu'il faut des provinces qui sont pas, il faut combler. Oui. Alors maintenant, il faut aller aux élections. C'est vrai, il y a un problème peut-être de légitimité et de légalité qui se pose, d'autant plus que ce sont des assemblées, disons des députés provinciaux qui sont hors mandat qui vont élire ces gouverneurs. Mais parce qu'il n'y a pas de nouveaux députés provinciaux. Parce qu'il faut appliquer la Constitution. Laissons à ces députés provinciaux qui ont déjà glissé de voter les gouverneurs et quitte à voir l'étape suivante. Et surtout la difficulté, à Kinshasa, par exemple, c'est le MLC qui voilà. Mais encore que là, je crois que là, c'est pour justifier le glissement global. Donc, le fait qu'un parti ait le contrôle de la majorité dans une assemblée provinciale ne signifie pas forcément qu'il a toutes les chances de l'emporter. Parce qu'aujourd'hui, les députés provinciaux eux-mêmes font des calculs pour les élections aux prochaines échéances. Oui. Donc, ils ont besoin de candidats gouverneurs liquides, des candidats gouverneurs alimentairement stratégiques. Oui. Et là, j'ai dit, il y a un danger qui guette la République. Il faudra que même si c'est au niveau de la majorité présidentielle ou de l'opposition, ils sont libres de faire des calculs, de faire des stratégies électorales, mais qu'on puisse choisir des bons candidats. Que ce ne soit pas des gouverneurs restaurants qui vont servir des rétro-commissions à ceux qui les ont positionnés là-bas et le peuple. Absolument. Alors, bienvenue. C'est ce que nous aurons là. Non, mais vous êtes pessimiste. C'est ce qu'on vous dit très souvent, surtout par nos amis d'Afrique du Sud. Il dit essaie d'être un peu positif par rapport à l'avenir du Congo. Bienvenue, Bakoumania. Quand même, ces gouverneurs sortants, chacun a un bilan. On oublie quand même qu'ils doivent. Moi, j'ai vu le gouverneur provincial du Katanga déposer ses comptes à la Cour des comptes avant-hier. Rares sont des gouverneurs qui ont déposé leurs comptes. Et puis, la population doit aussi s'exprimer par rapport au bilan des uns et des autres. Oui. Alors, c'est ce qui aujourd'hui s'agite un peu, aller se représenter. Et d'autres candidats qui n'étaient même pas connus dans leur fief, où ils n'ont même pas une petite case, ils deviennent d'être candidats, etc. Quel est le postulat ou le portrait robot d'un gouverneur, le vrai, qui doit être pour le Congo de demain, pour nos provinces, nos 26 provinces? Oui, Jean-Marie, on est en train de poursuivre un objectif que personnellement, je n'arrive pas à décrypter par rapport à ce processus de démon. Justement, j'en viens, je parle de on, et je vais l'identifier à travers mon analyse. Parce que nous répondons à quelles questions aujourd'hui avec les nouveaux gouverneurs qui viennent, les processus d'élection qui vont se mettre en place. Avoir une tête à chaque province. Mais justement, ils vont passer, je crois, 3 mois ou 4 mois. Transition? Une transition. Est-ce que c'est judicieux aujourd'hui d'élire des gouverneurs par un processus tel que ça a été formalisé avec des élus de 2006, des élus qui ont glissé pendant 2 mandats. On leur accorde encore la faveur d'élire un gouverneur qui va diriger encore pendant 3 mois. Moi, je pense que cette faveur, les députés provinciaux, les assemblées provinciales ne les méritent pas. Ah bon? Il est vrai qu'aujourd'hui, contrairement à ce que Paul a dit, le PPRD et la majorité contrôlent toutes les provinces aujourd'hui. Aujourd'hui? Ah ben oui, ils contrôlent toutes les 11 provinces, sont gérées aujourd'hui par le PPRD et alliés. Aucun parti d'opposition ne gère une seule province. Il y avait la province de l'Équateur qui est passée depuis entre les mains de la majorité. Donc c'est dire que la majorité avait intérêt à garder le statu quo plutôt que d'organiser les nouvelles élections. Parce qu'il y a une ouverture, quelqu'un qui viendra faire campagne pour dire, voilà, remettre en cause le bilan du gouverneur sortant. Avec l'expérience de Bamanis dans la province orientale et Badou dans le Bas-Congo, la majorité pouvait se dire, il y a un danger, on risque de perdre le contrôle de toutes les provinces. Mais c'est là que l'enjeu devient intéressant.
l'enjeu devient intéressant pour l'opposition notamment, hein, qui devait batailler pour que nous puissions avoir les élections provinciales. Rapidement, oui. Hein, comme ça, le jeu va s'ouvrir. Il se fait qu'aujourd'hui, en ayant les mêmes qui ont basculé, les alliances qui ont basculé dans tous les sens, oui, la majorité va continuer à gérer et à contrôler. Pourquoi l'opposition n'a pas fait cette analyse de dire, comme il y a organisation rapide des gouverneurs, enfin des élections des gouverneurs, si on postule, on a la chance de faire basculer quelques provinces, et puis doser un peu la population pour savoir l'adhésion. Mais justement, Jean-Marie, c'est ça les règles stratégiques de l'opposition, c'est de ne pas poser des questions de manière prospective. L'opposition répond, hein, par des coups de tête. Hein. Quand il y a un problème qui se pose, l'opposition s'est réunie, il donne une réponse par à coup. Moi, je pense qu'une analyse, une stratégie prospective aurait permis à l'opposition de voir toutes ces choses qui étaient prévisibles par ailleurs. Oui. Prévisibles, on voyait venir la majorité dans cette stratégie. Hein, on les voyait venir, mais l'opposition n'a pas su contrer. Pourquoi elle n'a pas su contrer? C'est parce que l'opposition ne voit même pas que la majorité prépare les glissements et que ça risque de se faire sans elle. Et aujourd'hui... D'où la proposition de Mwandansemi, glissons ensemble. Moi, je pense que Mwandansemi, il peut avoir raison ou avoir tort. Moi, je pense que l'opposition a manqué de stratégie. Et aujourd'hui, elle est toujours en déficit de stratégie par rapport aux enjeux qui sont en train de venir. Les enjeux que nous sommes en train tous de voir venir. L'opposition ne se prépare pas à contrer un éventuel glissement par des propositions contraires. L'opposition ne se prépare pas à faire partie du glissement pour éventuellement recadrer les choses par après. On sera bientôt là dans un cul-de-sac. Lui de parler, Kelaï. JMK. Oui. Bien, pessimiste comme Paul Diakessé ou prospective comme... Parce que l'analyse de Bienvenue Bacoumaïa est de dire, oui, toutes les assemblées provinciales avaient glissé, avec à leur tête leur président. C'est ça. Tous les gouvernements provinciaux avaient glissé et on voit les mêmes gouverneurs... vouloir maintenant repartir comme si il ne s'est rien passé, ils n'ont pas fait la réduction des comptes. Parce préparer un glissement global. Je vais revenir amplement sur le glissement et les déterminants de ce glissement, dont l'opposition et les médias en particulier. Alors, en ce qui concerne les ambitions exprimées par les anciens gouverneurs, moi je crois que ça fait partie de leur droit civique. C'est légitime. C'est légitime, ils peuvent se représenter. Mais ma grande crainte, qui est proche, qui est voisine de celle de Bienvenue, c'est cette petite transition de 3 ou 4 mois qu'on organise pour des gouverneurs qui ne feront pas long feu. Et quel est le critère qui va déterminer à leur élection dans des assemblées où les députés provinciaux ont fait preuve d'une incompétence démocratique notoire depuis qu'ils sont là 9 ans. Dosez vos propos. Non, ils ont été incompétents parce que vous connaissez qu'il y a eu beaucoup de conflits, il y a eu beaucoup de conflits entre institutions dans presque toutes les assemblées à travers le pays. Peut-être pas à Kinshasa, où je voudrais quand même faire une fière chaleur au gouverneur Kimbuta et au Katanga et tout petit peu, mais reste à savoir si le pot de vin n'a pas circulé pour qu'il y ait accalmie. Alors, de toutes les façons, ce sont des assemblées qui n'ont pas bien fonctionné dans le cas de rapports interinstitutionnels. Alors, ceci dit, je pense qu'il aurait été de bonne politique qu'on laisse le gouverneur en place, continuer jusqu'à l'élection proprement dite des gouverneurs véritablement élus par les nouveaux députés provinciaux. Ça pouvait être... D'où il fallait, comme a dit Bienvenue, aller aux élections provinciales. Il fallait aux élections provinciales. Mais la CENI, tout comme le gouvernement, peuvent avoir des arguments que nous n'avons pas, des paramètres que nous n'avons pas. Mais nous aimerions dire que ça serait idéal qu'il en soit ainsi. La crainte, c'est quoi? Je reviens d'une province du pays où les détenteurs des médias locaux, provinciaux, sont eux-mêmes des candidats. Et qu'est-ce qu'ils font au jour le jour? Ils battent campagne dans leurs médias. Déjà. Ils appellent au soulèvement contre les institutions provinciales, au su et au vu de tout le monde. C'est scandaleux. Je prends le cas du Kassai occidental. J'ai pris mon courage à main et je félicite en passant le président du CESAC, à qui j'ai donné l'information. Il est intervenu pour donner des instructions à ses services en province pour que cela s'arrête. Mais je crois que jusqu'au moment où nous tournons cette émission, ça ne s'est pas arrêté. Les détenteurs des médias de la province du Kassai occidental sont eux-mêmes des candidats gouverneurs, des candidats députés provinciaux, et ils s'insurgent contre les institutions en place. Quand bien même ces institutions-là expédient les affaires courantes, mais nous sommes dans la légalité. Il faut attendre l'élection des nouveaux
nouveau gouverneur, la remise est reprise pour pouvoir battre campagne. Donc, ce sont des choses qu'on aurait dû prévenir si on n'avait pas organisé cette petite transition. Voilà. Oui, oui. Alors, pour revenir sur les glissements, il y a beaucoup de déterminants du glissement. D'abord, le premier déterminant, c'est le fait que la communauté internationale elle-même, qui avait promis de soutenir le processus électoral, jusqu'à présent, il n'y a pas... Toujours pas. On a écouté l'envoyé de l'Union européenne qui dit, bon, quand on va voir le calendrier, voilà. Donc, on a 15 millions, mais on doit savoir... On avait demandé le calendrier global, il est venu, et depuis qu'il est là, les millions se sont envolés. Oui. Le deuxième déterminant du glissement, c'est, je peux dire, permettez-moi le terme, c'est une frange de l'opposition qui dit qu'il faut enrôler les mineurs, les nouveaux majeurs, il faut enrôler la diaspora. Très bien, mais les études faites, d'après des informations puisées à la source, pour enrôler les nouveaux majeurs, il faut plus ou moins 8 mois pour les enrôler. Il faut commander les kits, il faut identifier la firme qui doit livrer ces kits, il faut paramétrer le logiciel d'enregistrement des nouveaux majeurs, tout calcul fait, nous sommes autour de 8 mois. Et c'est une exigence d'une frange de l'opposition. Et c'est un glissement automatique qui cautionne, sans le dire, le glissement. À propos de la diaspora, il faut mobiliser, il faut déployer les kits électoraux dans toutes les chancelleries où il y a des Congolais. Quand vous inventoriez, c'est plusieurs centaines, plusieurs dizaines de chancelleries. Il faut requérir la sécurité des pays d'accueil des Congolais pour assurer la sécurité des kits électoraux et même des opérations électorales. Et le repartiment des résultats. Tout calcul fait d'après des informations puisées à la bonne source, nous sommes autour d'une année et demie. Et quand vous prenez 8 mois pour les nouveaux majeurs, 1 année pour la diaspora, elle est bipartite d'ailleurs, il y a la diaspora régulière et la diaspora qui n'est pas en règle, qui est traquée, il faut l'enrôler aussi. Donc vous voyez que une partie de l'opposition fait partie... je vais réagir. Non, il me laisse argumenter. Nous ne sommes pas ici. Vous comprenez que juste quand il va terminer. Nous parlons du glissement, mais il y a... Donc, les évidences, les déterminants qu'on retrouve, les glisseurs sont de part et d'autre, aussi bien du côté de l'opposition, aussi bien que du côté de la majorité, mais quitte à l'opposition de nous montrer comment l'opposition planifie son glissement. Enfin, la majorité planifie le glissement. Alors, je voulais placer un mot. Je voulais d'abord préciser à l'intention du public que je parle comme journaliste ici. Je ne suis plus le chargé de communication de M. Bochab, à qui j'ai beaucoup de respect parce que vous lui avez imputé des choses. Je voudrais juste recadrer. Le livre faisait partie. À ce moment-là, vous êtes encore de la communication. Quand le livre est sorti, vous êtes encore de la communication. Laissez-moi, c'est Jamal qui pose des questions.